Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Le chef de l'État a reçu le président du Parlement panafricain, c'était ce matin. Et concernant la Syrie, les Nations Unies accusent le régime de Damas d'avoir utilisé des armes chimiques dans la Ghouta orientale. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette visite. Donc le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui le président du Parlement panafricain qui a entrepris une visite de travail de 3 jours dans notre pays. Monsieur Roger Nkodo Donga a été introduit auprès du chef de l'État par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, lequel a été également accompagné de Madame Safia Almi, qui occupe le poste de deuxième vice-présidente du Parlement panafricain. L'entrevue s'est également déroulée en présence du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon. Cette rencontre s'inscrit dans les cadres des contacts et échanges entre la République de Djibouti et les principales institutions de l'Union africaine. Elle vise également à accroître leur niveau de concertation et de collaboration. Au cours de cette audience, des mesures entérinées en vue d'une plus grande solidarité et intégration économique ont été également évoquées. L'accent a en outre été mis sur la ratification du protocole de Malabo, convention visant donc à renforcer les prérogatives et les champs de compétences du Parlement panafricain. Ce protocole de Malabo est censé donner au Parlement panafricain de plus grandes prérogatives au lieu d'être une simple instance consultative. Et donc le président du Parlement panafricain, M. Dong, a remercié le chef de l'État pour cette audience et l'attention qu'il porte à cette instance panafricaine. Je vous propose de suivre son intervention. Je suis à Djibouti aujourd'hui dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu me recevoir. Nous avons évoqué la situation en Afrique de manière générale, la situation de paix à Djibouti. J'ai transmis les félicitations du Parlement panafricain au Président de la République pour l'organisation parfaite des élections législatives, mais aussi pour le développement dont le pays connaît. Je suis venu ici parler de la ratification du protocole de Malabo, qui donne le pouvoir législatif au Parlement panafricain. Et le Président de la République, en bon panafricaniste, a dit qu'il va soutenir cette procédure de ratification. Le Parlement panafricain va aller aux élections. Nous avons sollicité le soutien de Djibouti, un soutien qui ne nous a jamais fait défaut. Et je crois qu'au regard des entretiens que j'ai eus avec les ministres, avec mon frère, le président de l'Assemblée ici présent, nous allons faire chemin ensemble pour pouvoir non seulement gagner les élections, mais pouvoir apporter un soutien significatif et un apport important dans le cadre du panafricanisme. Donc voilà les sujets qui ont été évoqués, les sujets des problèmes de paix, les problèmes de sécurité, les États-Unis, la marche de l'intégration du panafricanisme. Voilà en bref ce que nous avons parlé avec son Excellence Monsieur le Président de la République, à qui je continue à exprimer toute ma profonde gratitude pour sa disponibilité à m'écouter et à me recevoir. Je voudrais aussi profiter pour dire merci à mon frère le Président de l'Assemblée, à travers lui, tout le peuple djiboutien pour l'accueil fraternel dont je suis l'objet et toutes les marques d'attention dont il a bien voulu mettre à ma disposition. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a lui aussi apporté son soutien quant à l'adoption du protocole de Malabo. On l'écoute. Aujourd'hui, la visite de mon frère et mon collègue démontre une fois de plus la valeur de la diplomatie parlementaire que nous menons ensemble. Aujourd'hui, il est là à côté d'un pays ami. Il est là aussi pour montrer l'élan que la République de Djibouti a fait dans le cadre du panafricanisme. Il est là aujourd'hui pour booster tout cela et nous le remercions infiniment de la visite qu'elle a effectuée dans notre pays et nous sommes très fiers d'accueillir le président du Parlement panafricain à Djibouti.
Et il est venu aussi dans le cadre d'une visite de travail qui concerne aussi le protocole de Malabo. C'est un protocole que les 54 États africains doivent signer, ratifier. Ce n'est pas toujours le cas. Il est en train aussi de sensibiliser d'autres pays. Djibouti à ratifier. Et nous sommes fiers de cela. Et cette ratification, il faut que ce soit au moins 28 États africains qui ratifient pour que le protocole de Malabo rentre en vigueur. Donc il y a toujours une marge de manœuvre à faire, mais il est bien placé donc pour sensibiliser les États, pour sensibiliser donc l'ensemble des parlements donc des pays africains. Et c'est très important parce que ce protocole permettrait donc au Parlement panafricain de contrôler, si j'ose dire, l'Union africaine. Donc du coup, nous en tant que législateurs, on est là pour appuyer et pour aussi sensibiliser d'autres États qui n'ont pas encore ratifié. Et nous sommes fiers aujourd'hui donc d'être un des pays qui a ratifié une fois de plus avant d'autres États africains. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Mohamed, a par ailleurs reçu ce matin les médiateurs de plusieurs pays africains. Ces derniers ont été introduits par le médiateur de la République, Dr Kassim Issa Kosman. L'entretien s'est déroulé en présence de M. Idriss Mohamed Ahmed, chef de cabinet du président de l'Assemblée. Comme à l'accoutumée, le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue à ses hôtes, sur leur précisant que Djibouti est reconnu comme étant une terre d'échange et de rencontres des médiateurs et cadres de plusieurs pays africains, dont le Burundi, l'Égypte, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, la Somalie, le Soudan, la Tanzanie, la Tunisie se sont retrouvés à Djibouti pour un séminaire de réflexion sur leur rôle. Donc ce séminaire qui durera 3 jours a été initié par le médiateur de la République, Kassim Issa Kosman. La rencontre portera sur le renforcement des prérogatives du médiateur pour mieux défendre des droits des concitoyens ainsi que des migrants économiques et des réfugiés et déplacés ou des femmes victimes d'abus sexuels ou de violences. En prenant la parole, le médiateur de la République a expliqué que la délégation était composée donc de membres des centres de recherche des médiateurs panafricains. Donc, et la couverture d'un atelier sur la formation à l'INAP. Dans le cadre de la réforme de l'administration, le ministre du Travail, chargé de la réforme, a lancé un atelier de réforme en informatique, donc information au profit des employés arabophones. Cet atelier est organisé par l'INAP et doit durer 5 jours. La cérémonie de lancement de cet atelier a été présidée par le secrétaire exécutif du département, M. Mohamed Awale, et le directeur de l'INAP, M. Sharmak Idriss, et des membres du Haut Conseil islamique y ont également pris part. De vous accueillir encore une fois, c'est une première. C'est une première parce que l'informatique, pour les arabophones de l'administration, n'a jamais été enseignée depuis que je suis ici. Nous avons fait d'autres formations en langue, en leadership, en gestion axée sur le résultat, mais jamais en informatique, renforcement en gestion informatique. Donc c'est une première, et ça, nous le devons à la ténacité, à la perspicacité du secrétaire exécutif, qui veut vraiment nous aider, qui veut aider la réforme, qui veut soutenir la volonté des arabophones qui veulent être formés. La formation est une action vraiment nécessaire, parce qu'on ne peut pas simplement se focaliser sur une partie. Même s'ils sont nombreux de l'administration, on est à peu près 17 000 fonctionnaires, agents de l'État, conventionnés et fonctionnaires. À peu près, les arabophones représentent 15%. C'est beaucoup. De plus en plus. Donc, la réforme, c'est l'objectif sur le plan politique, mais l'outil de base de l'INAP également, à travers la formation, elle doit permettre à un peu au moins à ce que cette idée des arabophones, francophones soit effacée. Et dans notre magazine de ce 15h, nous allons parler de salubrité publique suite au communiqué informatif de l'enlèvement des épaves abandonnées sur les voies publiques. La maire de la ville de Djibouti, Fatma Awale Ousmane, a procédé hier au lancement officiel des opérations d'enlèvement des épaves. Commentaire. C'est dans le cadre du vaste programme de restructuration et d'embellissement de la ville de Djibouti.
menée par la mairie de Djibouti, Madame le maire de la ville, Fatouma Awali Ousmane, a entrepris depuis le 4 mars dernier une opération de déguerpissement et de démolition des installations anarchiques des garages occupant illégalement les voies publiques ou les trottoirs des artères principales. Accompagné du directeur de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah, l'élite du peuple s'est rendue sur les lieux de ces opérations de grande envergure dans la capitale, en étroite collaboration avec ses partenaires publics et privés qui se poursuivent dans le centre-ville, pour prélever et évacuer les véhicules abandonnés sur les voies routières. En effet, ce programme s'inscrit dans le cadre du projet Djibouti Ville Propre, visant à rendre notre capitale plus belle, plus rayonnante et qui cible pour une première étape les grandes artères routières. C'est dans cette optique qu'une vingtaine de véhicules abandonnés furent évacués vers le dépotoir de Douda. À bien noter que ces opérations vont durer 10 jours et seront trimestrielles pour éradiquer pour une fois ces épaves de nos voies routières. Depuis quelque temps, nous avons remarqué que de nombreux Djiboutiens qui achètent une nouvelle abandonnent l'ancien, dans les garages ou sur les voies publiques. Il a félicité la maire de Djibouti qui a initié ces opérations destinées à améliorer l'image de notre capitale. Dans son intervention, le maire de la ville, Mme Fatouma Awali Ousmane, informe ses concitoyens et concitoyennes qu'une vue sur ces dépotoirs d'épaves pollue l'environnement, cause des embouteillages dans les voies routières. L'opération de remise à l'ordre des restructurations de notre capitale est une affaire pour nous tous. Dans le cadre de ces opérations d'enlèvement et évacuation des épaves du centre-ville initiées par la mairie de Djibouti, la maire de la ville informe aux habitants de la capitale qu'une cellule technique opératoire est désormais à leur disposition dans tous les jours de la semaine de 8h à 17h. Par conséquent, pour pouvoir débarrasser et évacuer de vos dévotures, entourage ou dans vos quartiers, les véhicules usés et abandonnés, veuillez, prière de bien vouloir contacter la cellule technique de la mairie de Djibouti. Nous allons parler maintenant budget. Après l'installation hier du bureau des impôts à Lissabié, la délégation du ministère du budget et de la décentralisation s'est rendue ce matin dans la région d'Arta pour l'installation du bureau des centres des impôts à Arta et la désignation des responsables que sont le chef du centre des impôts et le receveur du trésor. La délégation a été conduite par les secrétaires généraux du budget et de la décentralisation, respectivement M. Simon Mebratou et Mohamed Issé. Elle comprenait également le directeur des impôts Saïd Guélédarar et plusieurs autres responsables. Une réunion d'information et de sensibilisation sur les missions des responsables administratifs et fiscaux s'est également tenue. Par la suite, la délégation s'est dirigée vers les locaux du centre pour procéder à l'installation officielle du chef du centre des impôts d'Arta en présence du trésorier payeur régional, du préfet d'Arta Abdullahi Darar Oukiye et du président du conseil régional Elmi Bouh. Donc l'installation du chef du centre des impôts à Arta permettra de lancer officiellement la collecte des impôts locaux. Et suivant à présent cette intervention, après l'installation des dirigeants et responsables du budget et de la décentralisation, réagit suite à l'installation du chef du centre des impôts de la région. Des centres similaires seront installés dans chaque région. Disons, un processus de mise en place d'une fiscalité locale se déroule dans notre pays et conformément aux instructions du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Et cette année, après avoir transféré un certain nombre de recettes au profit des collectivités locales, le ministre du Budget a mis en place, a créé des centres des impôts dans chaque région. Et nous sommes dans cette commission conjointe du ministère du Budget et du ministère de la décentralisation, nous sommes en train de procéder à l'installation du nouveau chef des centres des impôts. Hier nous étions à Lissabié, aujourd'hui nous sommes à Arta, dans cette belle région d'Arta où un très beau centre des impôts est mis en place, où des gens compétents, des jeunes compétents sont en place. Ils vont procéder à... Les centres des impôts sont des administrations déconcentrées au service du président du conseil régional qui vont les aider à procéder à l'imposition de l'assiette
de l'impôt et le directeur de la trésorerie régionale d'Arta va lui procéder à encaisser les impôts qui ont été établis. Donc avec le directeur des impôts et le secrétaire général, nous avons précisé le rôle de chacun et nous espérons que ces processus que nous mettons en place depuis 2 ans commencent à aboutir et aboutira et réussira, Inch'Allah. Et après le Nord, c'est donc dans la ville de Tadjoura que les centres de formation ont pu accueillir des chômeurs pour des formations qui leur sont destinées, organisées par l'ANEFIC en partenariat avec l'EDC, USAID, des ateliers de formation sur les compétences de base, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat se sont ouverts ce matin simultanément dans les régions de Tadjoura et d'Obok. Il s'agit de préparer effectivement les jeunes qui sont à la recherche d'emploi pour mieux réussir leur accès sur le marché du travail, mais aussi à travailler d'une manière indépendante en les sensibilisant à l'esprit entrepreneurial pour qu'ils puissent arriver à créer leur propre entreprise. Autre délégation de 2 agences venues de Djibouti étaient également présents à l'ouverture de cette formation, les autorités locales des régions pour encourager ces jeunes à aller de l'avant. Dans les régions de Tadjoura et Obok, il s'agit d'initiatives qui s'inscrivent bien entendu dans les cadres de la politique nationale de l'emploi. Cette action qui a pour objectif d'introduire les compétences de base et de l'employabilité et d'entrepreneuriat auprès de jeunes qui sont à la recherche de l'emploi. Les jeunes à l'issue de cette formation vont sortir renforcés et bien préparés face aux exigences du marché du travail. Nous tenons bien entendu à remercier les partenaires qui sont les CAD et CDE qui ont contribué financièrement. Nous remercions également les autorités locales, notamment les préfets et les conseillers régionaux des régions, qui ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que cette formation, cet atelier se déroule dans les bonnes conditions. Et un mot des sports pour clore l'actualité nationale. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la direction des CDC a offert hier soir aux jeunes amoureux du ballon rond la possibilité de suivre la Ligue des Champions ensemble dans une bonne ambiance. En effet, les jeunes furent nombreux à faire le déplacement afin de suivre sur grand écran, bien écran géant, le match qui a opposé le PSG au Real Madrid. Un match très attendu qui a tenu les spectateurs en haleine. Aucun moment donc le PSG n'a paru en mesure d'inquiéter les Madrilènes qui, largués en championnat, ont fait de la Ligue des Champions leur objectif de fin de saison. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale avec vous, Samatar Saïd. Bonjour. Bonjour Ferdous. Et nous allons parler donc de la Syrie. Donc l'ONU accuse Damas d'avoir utilisé des armes chimiques dans la Ghouta orientale. Effectivement, Ferdous, un rapport sur l'enquête de l'ONU sur le crime de guerre affirme que le régime syrien, Ferdous, a utilisé des armes chimiques dans la Ghouta orientale et que les frappes russes et américaines en Syrie ont tué de nombreux civils en 2017. Les bombardements effectués en Syrie par l'aviation russe et à la coalition internationale sous le commandement américain ont fait de très nombreuses victimes parmi la population civile en 2017, affirme le rapport de la commission d'enquête de l'ONU sur le crime de guerre. Le régime du président Bachar al-Assad est en outre accusé de ce rapport publié hier à Genève d'avoir recours à des armes chimiques, notamment dans le secteur de la Ghouta orientale, mais aussi en périphérie de l'Est Damas, tenu par des rebelles. On peut dire, Ferdous, que les insurgés eux-mêmes ont commis des crimes de guerre, en particulier en servant des civils comme boucliers humains. Merci Samatar pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.